Voilà, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por su invitación. Hablaré en français, parce que c'est en français, non? Je vais parler en français. Alors, je vais essayer d'aborder deux points fondamentaux. Le premier, c'est au fond, comment l'énorme sujet qui vient d'être décrit avec brio affecte, impacte et conditionne la vie en Amérique latine, et comment ceci peut avoir une conséquence majeure pour nous, pour la préparation de la COP21. Premier point, comment est-ce que ceci se décline localement en Amérique latine? L'Amérique latine, vous le savez sûrement, n'est pas un gros émetteur de CO2, de gaz à effet de serre. La contribution de l'Amérique latine, c'est au maximum 8,6% des émissions, donc c'est faible. 8,6%, néanmoins, petite parenthèse que j'ouvre tout de suite, c'est sans inclure l'effet indirect de la déforestation. Parce que l'effet indirect de la déforestation n'est pas pris en compte dans les statistiques officielles des émissions de gaz à effet de serre par les pays. Alors là, il y a un vrai sujet qui est, est-ce qu'on a raison de ne pas l'inclure? Probablement qu'on a tort. Si on inclut la contribution de l'Amérique latine, augmente un petit peu, ça passe à 9%, mais au fond, il y a un autre sujet fondamental qui est celui de la biodiversité, qui a déjà été évoqué. Parce que, si vous voulez, l'argument principal de nos interlocuteurs et amis d'Amérique latine, c'est vrai que nous déforestons à très très grande vitesse l'Amazonie. Donc nous détruisons à très très grande vitesse l'un des principaux poumons de la planète. Et vous savez que c'est vital pour nous puisque le cycle du carbone, c'est un problème de source. Nous émettons du carbone et c'est un problème de puits. Il y a un certain nombre de puits sur la planète qui nous sont gentiment donnés par l'écosystème planétaire et qui absorbent une partie du CO2 que nous émettons. Parmi ces puits, il y a les océans, on en a parlé tout à l'heure, et l'autre grand puits, évidemment, c'est la forêt. Donc au fur et à mesure que nous déforestons, nous supprimons l'un des puits principaux d'absorption du CO2, et donc nous aggravons l'impact de nos propres émissions. La réponse classique de nos amis d'Amérique latine, et ils ont bien raison, c'est de dire nous reforestons au fur et à mesure que nous détruisons l'Amazonie. Ce qui est vrai. Le point, c'est que, au passage, nous perdons quelque chose de fondamental qui est la très très grande richesse en termes de biodiversité de la forêt amazonienne. Et une partie de cette forêt qui est une forêt primaire qui est certainement irremplaçable. Question qui est posée, quand est-ce que, si nous poursuivons la trajectoire du business as usual, nous aurons achevé de détruire la totalité des forêts primaires sur la planète, de sorte que nous n'en aurons plus du tout, c'est dans ce siècle, fin du siècle. Voilà, donc là, il y a une énorme question, et le fait que la déforestation ne soit pas prise en compte dans les statistiques officielles pour mesurer, au fond, la contribution de chacun des pays à la dégradation environnementale sur la planète, à mon avis, est un enjeu méthodologique et évidemment politique majeur pour nous. Je referme cette parenthèse, il reste que la contribution de l'Amérique latine reste faible, et que donc le sujet pour l'Amérique latine, c'est pas sans doute prioritairement la question de la réduction des émissions. En tout cas, ça l'est beaucoup moins que pour nous, pays du Nord. Le vrai sujet, et il a été abordé il y a quelques minutes, c'est celui de l'adaptation à des événements climatiques extrêmes qui vont aller se multipliant. Aujourd'hui, on estime que sur les 10 dernières années, le coût des événements climatiques extrêmes en Amérique latine s'élève à quelque chose comme 40 milliards de dollars. Alors on pourrait dire, au fond, c'est assez faible comparé au PIB émis par l'Amérique latine chaque année, c'est une petite goutte d'eau. On aurait tort de croire ceci parce que ces phénomènes-là sont des phénomènes exponentiels. La croissance du coût des événements climatique extrême est exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va accélérer beaucoup plus vite que ce que notre psychologie humaine quotidienne est capable d'intégrer et de comprendre. Je donne un exemple très très simple pour vous faire intuiter ce que c'est qu'une courbe exponentielle. Supposez que vous ayez un étang dans votre jardin et que chaque année, la surface de l'étang, qui est recouverte par des nénuphars qui vont finir par obstruer l'étang et empêcher la faune halieutique de l'étang de percevoir, de bénéficier du soleil, est multipliée par 2. Donc chaque année, la surface des nénuphars est multipliée par 2. Croissance exponentielle. Simplement, ça commence tout petit, évidemment. Et au bout d'un certain temps, imaginez par exemple que vous ayez la moitié de l'étang qui soit recouverte. Question, combien de temps vous reste-t-il avant que l'étang ne meure? Réponse, 1 année. Simplement, si on n'a pas intégré ce que c'est qu'une croissance exponentielle, je me balade dans mon jardin et je vois qu'il reste la moitié de l'étang. Je me dis, bon, évidemment, c'est grave, mais enfin, il m'en reste la moitié. Sauf qu'en fait, il me reste 1 année de survie, c'est tout. Vous voyez? Donc c'est ça l'enjeu. Donc quand on mesure, on dit sur les 10 dernières années, ça n'a coûté que 40 milliards. Voilà, on court le risque en tout cas de minimiser l'impact à venir, enfin le coût à venir des événements climatiques extrêmes dont on sait qu'ils vont se multiplier. Ceci pour l'Amérique latine a une déclinaison spéciale qui est la vulnérabilité, la fragilité des populations pauvres urbaines. Pourquoi? Parce que l'Amérique latine est un continent particulièrement urbanisé. Suivant les pays, le taux d'urbanisation oscille entre 70 et 85%. Donc c'est un continent très urbanisé. Et qui dit un continent urbanisé dit les populations pauvres qui n'ont pas accès, disons, à la ressource agricole immédiate et qui sont de ce fait extrêmement fragilisées. Donc là, il y a un enjeu considérable qui est
comment aider l'Amérique latine, comment peut-elle s'aider elle-même à prendre les mesures pour protéger les populations pauvres de ces zones urbaines. J'ouvre une deuxième parenthèse. Ceci pointe vers un grand sujet, à mon avis, pour nous autres, pour tout le monde, hein, qui est l'enjeu climatique, écologique, énergétique, n'est pas un enjeu, j'allais dire, excusez-moi la caricature, d'intellectuels bobos du 6e arrondissement. C'est un vrai enjeu de justice sociale. Parce que les premières victimes du changement climatique, ce seront les plus pauvres. Les plus exposés, ce seront les plus pauvres. Donc, il n'y a absolument pas d'ambiguïté là-dessus. La question de l'adaptation au changement climatique est une question de justice sociale majeure. Et en premier chef pour les zones urbanisées, et donc en premier chef pour l'Amérique latine. Il y a un deuxième enjeu là-dedans, à mon avis, qui est un tout petit peu décalé par rapport à la question climatique, vous allez voir, qui est la question de l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, nous autres économistes, nous sous-estimons gravement l'importance de l'énergie dans la prospérité économique. Alors, comme nous sommes très habitués à raisonner, à identifier la prospérité économique avec la croissance du PIB, ce qui à mon avis est une erreur, on peut raisonner avec le PIB pour commencer, en première approximation. Et mes travaux sont très clairs. Hein. En gros, je vous la fais très courte, 2/3 de la croissance, c'est simplement l'augmentation de la consommation d'énergie. Le secret de la croissance depuis la révolution industrielle, ce n'est pas l'accumulation du capital. Du capital, on en a depuis des siècles, des millénaires. C'est notre aptitude inouïe depuis la deuxième moitié du XVIIIe, et en gros l'invention de Watt, d'utiliser intelligemment des ressources énergétiques qui n'étaient pas à notre disposition précédemment. Et si vous prenez le point de vue de la longue durée, en réalité, si vous regardez bien, il y a 3 grandes révolutions énergétiques dans l'histoire de l'humanité. La première, c'est l'invention de l'agriculture, il y a 11 000, 12 000 ans, quelque part dans le croissant fertile. Et ça, c'est l'histoire de la manière dont l'humanité arrive à domestiquer la photosynthèse. Deuxième grande révolution, l'industrialisation, entre guillemets, des moulins à vent et des moulins à eau au XIIe, XIIIe siècle en Europe. Et ça vous explique, disons, la naissance du proto-capitalisme européen en Italie, au sud de la France, à cette période. Troisième révolution, la domestication des énergies fossiles à partir du XVIIIe siècle, d'abord en Grande-Bretagne et ensuite pour le reste de l'Europe. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez que le grand débat qui agite un certain nombre d'économistes aujourd'hui sur la possibilité de la stagnation séculaire dans les années qui viennent est un vrai sujet, qui en réalité est un sujet énergétique. Si nous ne trouvons pas, et ça vaut pour l'Amérique latine comme ça vaut pour l'Europe d'ailleurs, hein, des moyens de nous alimenter en énergie, quelle que soit l'énergie, nous n'aurons plus de croissance. Et l'Amérique latine non plus. Alors évidemment, en première approximation, ce n'est pas si grave, puisqu'en réalité, la croissance ne devrait pas être le mantra, disons, politique et social que nous nous sommes donnés à nous-mêmes pour justifier notre activité. La croissance du PIB n'est probablement pas le bon indicateur de la prospérité économique. Il reste que, même si on change d'indicateur, l'énergie reste un élément absolument fondamental, vital, pour assurer notre prospérité. Et tant que nous n'avons pas amorcé la transition énergétique, c'est-à-dire que nous n'avons pas déplacé, disons, notre modèle économique, social, politique, d'une économie héritée de la révolution industrielle, et donc essentiellement basée sur le carbone, c'est-à-dire les énergies fossiles, vers une économie basée sur d'autres types d'énergie, le renouvelable d'un côté et le nucléaire de l'autre. Je ne rentre pas dans le débat de la question de savoir s'il faut beaucoup de nucléaire. Nous serons extrêmement dépendants de notre approvisionnement en énergie fossile, comme est l'Amérique latine, et la prospérité ne sera certainement pas au bout du chemin. En tout cas, elle sera conditionnée à un approvisionnement dont on sait que pour des raisons climatiques, il est néfaste, et dont en plus, pour d'autres raisons, il va devenir de plus en plus compliqué. Alors, là, il y a cet autre sujet-là. Donc, vous voyez, de mon point de vue, l'Amérique latine, c'est très peu d'émissions, c'est pas fondamentalement son sujet, une grande vulnérabilité, donc une énorme question d'adaptation et de résilience par rapport à l'enjeu énergétique. L'Amérique latine, cela étant dit, est un très bon élève du point de vue de la négociation internationale, au sens où tous les pays ont signé les accords de Kyoto et toute une série de pays ont engagé des politiques audacieuses, volontaristes, d'adaptation au changement climatique et de lutte contre le changement climatique. Il y a quand même une question fondamentale qui est posée à ces pays-là, comme à un certain nombre d'autres pays du Nord, qui est comment comprendre que les enjeux que je viens très très brièvement de rappeler sont en réalité des questions transversales qui traversent toutes les activités économiques. Je pense que tant qu'en Amérique latine, comme ici, nous continuerons de réfléchir en termes de... La question écologique est un problème régional, local, parmi d'autres, qui s'ajoute à comment équilibrer le budget de l'État, comment assurer la sécurité d'un certain nombre de citoyens. Tant que nous raisonnerons dans ces termes-là, nous n'adresserons pas la question à sa juste mesure.
question climatique, énergétique, pour les raisons que j'ai rappelées très rapidement, est un enjeu transversal qui concerne tout le monde. Tous les ministères sont concernés, pas simplement le ministère de l'écologie. Alors là, il y a, disons, à mon avis, un défi d'intelligence et de prise de conscience au niveau politique, au niveau des politiques publiques, pour inscrire ces enjeux-là à leur véritable place, c'est-à-dire au centre de toutes nos préoccupations politiques et économiques. Dernier point, pour ne pas être trop long, les négociations qui se préparent pour la COP21. Puisque l'Amérique latine est un pays peu émetteur, elle est particulièrement fondée à nous faire à nous le reproche, pays du Nord, que nous n'avons pas tenu la plupart des engagements financiers que nous avions contractés à Copenhague, et que du coup nous sommes assez peu crédibles pour donner des leçons aux pays du Sud, du style il faudrait quand même que vous appreniez tout seul à vous développer sans faire les bêtises que nous avons faites au XIXe siècle et pendant l'essentiel du XXe siècle. C'est un discours qui est assez peu audible pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire la problématique de l'Amérique latine, ce n'est pas les émissions, parce qu'elle est peu émettrice. Donc elle se sent peu coupable et elle a raison. Du coup, évidemment, elle nous dit, à juste titre, comme un certain nombre d'autres pays du Sud, c'est peut-être à vous, pays du Nord, de commencer à financer les efforts, puisque vous êtes les pollueurs historiques et en plus, c'est quand même vous les plus riches. De mon point de vue, l'enjeu fondamental de la préparation de la COP21, il se situe là. Soit nous, pays du Nord, nous arrivons à faire la démonstration auprès de nos amis d'Amérique latine que nous sommes authentiquement disposés à envisager avec eux un cofinancement de la transition énergétique et écologique chez eux, soit nous n'arriverons pas à être crédibles et à nous asseoir à la table des négociations avec un espoir minimal de convergence vers un accord international. Alors, fort heureusement, je crois que cette question-là a été parfaitement comprise par le gouvernement actuel, en particulier à l'Élysée. Donc, le président de la République a lancé une commission Canfin-Grandjean, Pascal Canfin, l'ancien ministre, Alain Grandjean, qui est l'ancien président du comité des experts pour le débat national sur la transition, qui va rendre ses conclusions dans quelques jours sur le sujet, quels sont les outils de financement innovants qui sont à notre disposition et que nous, la France, pays hôte de la COP21, nous pouvons mettre sur la table vis-à-vis de nos partenaires du Sud et en particulier de l'Amérique latine pour leur montrer que nous avons des idées sur la manière dont nous pourrions les aider à cofinancer la transition dans leur pays. Dans ce vaste sujet qui est le financement de la transition, évidemment, l'Agence française de développement a un rôle spécifique à jouer, un rôle moteur. Elle le fait déjà. Donc l'AFD finance, alors en Amérique latine c'est particulièrement clair, mais au niveau de son portefeuille mondial, 50% aujourd'hui des financements de l'AFD sont des financements à co-bénéfice climat. Et en Amérique latine, c'est 70%. Nous sommes particulièrement vertueux en Amérique latine. Comme vous le savez, c'est un sujet que l'AFD a déjà adopté depuis plus d'une dizaine d'années, notamment sous l'impulsion de Jean-Michel Severino, qui a compris très très tôt que les sujets développement et les sujets climat-énergie ne sont pas séparables. En fait, c'est un seul et même sujet. Voilà. Pour ce qui est de la commission Canfin-Grandjean, moi je ne saurais trop vous encourager à aller regarder ce qui s'y dit. Il y a toute une panoplie d'outils qui sont proposés, qui vont depuis l'affectation des recettes de la taxe sur les transactions financières au financement de la transition dans les pays du Sud, en particulier l'Amérique latine, jusqu'à l'affectation, par exemple, des droits de tirage spéciaux du FMI, sous forme d'equity, par exemple, de fonds propres, dans le fonds vert, le Green Fund, qui a été lancé au niveau onusien, après la promesse de Copenhague, en passant par toute une série d'autres outils, où les banques bilatérales et multilatérales de développement ont un rôle absolument crucial à jouer. Je ne rentre pas dans le détail technique, vous pourrez regarder ça dans le rapport et dans les contributions de l'AFD. Voilà. Muchas gracias por su atención. Merci Gaël pour cet exposé qui me paraît un excellent exposé pour commencer notre discussion puisqu'il pose les questions de façon générale. On est tout à fait d'accord sur le dernier point. Il y a quand même des enseignements à tirer des mécanismes de développement propre qui avaient été mis en place à Kyoto et de leurs effets ou non-effets d'ailleurs en Amérique latine sur lesquels les économistes qui les ont imaginés ont sans doute des responsabilités à afficher.